Le Venezuela est un très bon exemple de la catastrophe que représentent le socialisme et le communisme. En fait, c'est un très bon exemple parce que vous avez un pays qui était prospère, qui avait un niveau de vie extrêmement élevé et qui s'est mis d'abord au socialisme avec un État de plus en plus présent. Et on a vu à ce moment-là le niveau de vie baisser. Et puis après Hugo Chavez qui s'est mis au communisme. Je vous rappelle que notre LFI actuel était à fond derrière Hugo Chavez. Et là, on est passé d'un pays qui s'appauvrissait au fur et à mesure à un pays qui s'est carrément effondré, qui a perdu, je crois, un septième, une personne sur sept de sa population qui s'est enfuie, qui s'est barrée parce que c'est invivable, et qui se retrouve dans des catastrophes XXL avec un État qui, lui, devient de plus en plus répressif et qui devient de plus en plus totalitaire. Oui, le Venezuela, pardon, est un bon exemple parce que ce que vous voyez au Venezuela, en fait, vous commencez à en voir les prémices en France. C'est-à-dire que vous avez un État qui est de plus en plus présent, mais en même temps, un niveau de vie de la population qui baisse au fur et à mesure. Ça a été la même chose au Venezuela, mais par un problème rhétorique ou un problème d'éducation de la population, au Venezuela, on a vu que cette population votait de plus en plus à gauche. Et au fur et à mesure que cette gauche aggravait la situation du pays, eh bien, on votait de plus en plus à gauche jusqu'au moment où, où l'équivalent de notre LFI est arrivé au pouvoir et où il n'y a carrément plus d'élections. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup aimé cet article parce que, bon, alors c'est un résumé, vous n'allez pas avoir tous les chiffres, ça serait compliqué de vous donner tous les chiffres, mais j'ai beaucoup aimé cet article parce que je trouve que c'est bien de rappeler un peu la vérité de temps en temps aux gens. Et vous allez voir ce que donne un pays qui s'effondre petit à petit jusque à l'écroulement total, alors qu'au début, c'est un pays qui a un niveau de PIB par habitant équivalent à l'Espagne. Donc c'est pas moche, quoi. Mais malheureusement, plus l'État est présent, plus le pays s'appauvrit. Au cours du XXe siècle, le Venezuela a connu une trajectoire économique singulière, passant de l'opulence à la débâcle. Jadis parmi les nations les plus riches, son PIB par habitant rivalisait avec celui de l'Espagne ou du Royaume-Uni. Cependant, cette prospérité a vacillé dans les années 1970, lorsque les politiques interventionnistes et une réglementation excessive ont grippé les rouages de l'économie. Et vous savez, j'ai fait une vidéo récemment sur la liberté économique. Et on voyait que, bon, alors la France était mal classée, je crois qu'on était 67e pays, mais on voyait surtout que plus un pays était libre économiquement, plus la richesse par habitant augmentait et moins il y avait de pauvres. Il y avait une corrélation très nette, hein. C'est un indice qui existe depuis 1995 et on voyait qu'il y avait une corrélation extrêmement nette. Et ben, c'est exactement l'inverse qui s'est passé au Venezuela. C'est-à-dire que plus on a eu un gouvernement interventionniste, et puis plus on a eu une réglementation, donc moins on a été libre économiquement, et petit à petit, tous les rouages de l'économie se sont grippés et ont entraîné la catastrophe du pays. L'avènement d'Hugo Chavez en 1998 marque un tournant décisif. Je rappelle que c'est un homme qui a été encensé par Jean-Luc Mélenchon, qui voulait même faire rentrer la France dans l'alliance bolivarienne. C'est vous dire, la France, jusqu'à preuve du contraire, est sur le continent européen et pas trop sur le continent d'Amérique du Sud, mais Jean-Luc Mélenchon trouvait que c'était bien de faire rentrer la France dans l'alliance bolivarienne avec l'Argentine qui, je vous rappelle, avant Milei, hein, c'était l'Argentine avant Milei, s'effondrait totalement, et maintenant le Venezuela qui, lui, est au fond du trou. Donc Hugo Chavez, c'était le modèle de Jean-Luc Mélenchon.
Charismatique leader socialiste, Chavez a promis un renouveau radical alimenté par la richesse pétrolière du pays. On va piquer l'argent des riches pour l'État et il va forcément très bien savoir s'en servir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce discours en France, mais c'est un peu l'idée. Sous sa gouvernance, le Venezuela s'est engagé dans une vaste expérience de socialisme du XXIe siècle, marquée par une nationalisation effrénée des industries clés, notamment le pétrole, le fer et l'alimentation. Nationalisation effrénée des industries clés, là aussi, je vous renvoie aux demandes de certains partis politiques. Cependant, cette politique a rapidement dégénéré en désastre économique. Les entreprises nationalisées, souvent mal gérées, en France, on a eu le Crédit Lyonnais, ça a été une grande réussite. Certains d'entre vous se rappellent peut-être des scandales du Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais, ça a été la dernière banque possédée par l'État et la dernière banque commerciale possédée par l'État. Il y en a une après qui s'occupait uniquement des collectivités locales qui a aussi fait faillite. Mais là, le Crédit Lyonnais, donc, c'était la banque commerciale qui s'occupe par l'État. Et ça a été tellement un scandale, le Crédit Lyonnais, qu'on a créé une bad bank. Au bout d'un moment, on a été obligé de s'en occuper parce que c'était vraiment une catastrophe. Et du coup, on a mis toute la dette du Crédit Lyonnais dans une grosse enveloppe bien merdique. Et vous l'avez payé en tant que contribuable. Hein, voilà, les contribuables l'ont payé, toute la mauvaise dette. Et le reste, eh ben, on l'a vendu au Crédit Agricole parce que voilà, c'était trop pourri quoi, comme banque. Et alors, petite anecdote rigolote, moi j'habitais à l'époque dans le premier arrondissement de Paris, et un jour je sors, enfin un soir je sors, et je vois les pompiers qui sont en train d'arroser un énorme bâtiment qui est boulevard des Italiens, donc je crois que c'est le deuxième arrondissement, c'est pas très loin de l'Opéra, et il s'avère que ce bâtiment, c'était le siège du Crédit Lyonnais. En fait, il y avait eu le feu dans les archives, dans les archives du Crédit Lyonnais, et ça devait être une coïncidence complète parce que le lendemain, il était censé y avoir une descente de la justice. C'est-à-dire que les procureurs de la République devaient descendre dans les archives du Crédit Lyonnais, voir un peu mieux ce qui s'était passé parce qu'on soupçonnait des gros problèmes de corruption notamment, et les archives ont brûlé la veille. On ne sait pas pourquoi, coïncidence incroyable, mais voilà, la petite anecdote. Donc vous pouvez regarder sur internet, hein, c'est pas récent, mais c'est totalement vrai. Je crois que François Mitterrand était encore président, donc vous voyez que c'est pas récent. Il me semble que c'est François Mitterrand qui était encore président à l'époque, mais c'était le moment du scandale du Crédit Lyonnais, le moment où les archives ont brûlé la veille du jour où la justice était censée y faire un tour. Bon, mais on ne sait pas pourquoi elles ont brûlé. Donc souvent mal géré. On pourrait aussi parler d'Atos. Hein. Atos, je vous rappelle que Atos donc fait vous en avez peut-être entendu parler, c'est une entreprise qui est en train complètement de s'effondrer, qui ne vaut plus rien, qui a été gérée par l'actuel commissaire européen français. Excusez-moi, son nom m'échappe là tout de suite. Ancien patron Atos. Mais c'est pas vrai d'avoir un. Voilà, par Thierry Breton. Atos a été géré par Thierry Breton. Et il me semble qu'il y a aussi un Premier ministre français qui a été administrateur. C'est Édouard Philippe. Édouard Philippe, donc le maire du Havre, ancien Premier ministre français, et que certains voient comme un homme providentiel chez les LR, a été administrateur d'Atos, en plus d'être maire de sa bonne ville du Havre. Donc Athos, à mon avis, est aussi un bel exemple de ce que sont capables de faire les politiques. Hein, je me rappelle que Thierry Breton a été ministre de l'économie, puis président d'Athos.
puis commissaire européen, donc un petit aller-retour, histoire de gagner un peu d'argent dans le privé. Et donc Édouard Philippe a été administrateur d'Atos et on voit qu'Atos est à la limite du dépôt de bilan. En fait, il n'est pas encore liquidé parce que l'État le soutient, parce que l'État en a besoin pour son armée et pour les supercalculateurs. Donc voilà, il est un peu bloqué pour ça, mais sinon elle ferait faillite. Donc on voit qu'effectivement l'État sait extrêmement bien gérer les choses. Souvent mal gérées et plombées par la corruption, elles ont été largement inefficaces, les entreprises nationalisées. Les investissements dans l'industrie pétrolière ont été négligés au profit de programmes sociaux démesurés, aggravant la dépendance du pays à l'égard des recettes pétrolières. Nous, je dirais qu'on n'a pas de pétrole, mais les dépenses, les programmes sociaux et les dépenses sociales de la France, je crois que c'est la moitié, c'est quelque chose comme 30% du PIB et c'est la moitié des dépenses de l'État, donc on peut dire que c'est assez élevé également. Mais on n'a pas de pétrole, nous. Les conséquences sociales de cette débâcle, sont dévastatrices. Des études révèlent qu'une écrasante majorité de la population vénézuélienne vit dans la pauvreté, avec des chutes spectaculaires du poids moyen des citoyens. Il me semble que les Vénézuéliens en moyenne ont perdu 7 kilos. Alors, comme je pense qu'ils ne sont pas tous mis au régime, on voit que ça a été quand même terrible. L'autoritarisme politique est également accru, sapant les libertés civiles et la démocratie. Pourtant, malgré ces preuves accablantes, certains continuent de défendre l'idéologie socialiste. Le cas du Venezuela est rejeté comme une déviation, une aberration qui n'aurait pas été véritablement socialiste. Vous savez que c'est une grande habitude chez les communistes. Les gens se disent on est pour le communisme. Alors vous leur citez l'URSS. Non, mais c'était pas du vrai communisme. Ah, mais Mao. Ah, mais c'était pas du vrai communisme non plus. Pol Pot qui a tué un tiers de sa population. Un tiers, 30% des. Une personne sur trois a été tuée par Pol Pot. Non, c'était pas du vrai communisme. Cuba, non, c'est pas du vrai communisme. Le Venezuela, non, c'est pas du vrai. En fait, à chaque fois, ils adorent, parce qu'ils ont soutenu l'URSS. Hein. Je rappelle que l'humanité a quand même mis à la mort de Staline une photo de Staline géante sur sa façade et a parlé de l'homme le plus l'homme que nous aimons tous, quelque chose comme ça. Je rappelle que la plupart je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, si je ne me trompe pas, a été maoïste, hein, adorait Mao, que la plupart des intellectuels de gauche française ont soutenu Pol Pot. Encore une fois, il a juste tué un tiers de sa population. Euh, Ils ont tous adoré Fidel Castro, jusqu'aux socialistes qui ont tous adoré Fidel Castro, jusqu'à très récemment, peut-être encore d'ailleurs. Mais voilà, et le Venezuela, je citais Jean-Luc Mélenchon, qui est un grand adorateur de Chavez, un grand ami de Chavez, au point où il voulait s'allier, créer une alliance entre la France et le Venezuela. Mais à chaque fois, en fait, ils adorent. Et puis, quand on voit les résultats, qui sont absolument catastrophiques à chaque fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas où ça ait bien marché. Il n'y a pas de cas où ça ait bien marché. Eh bien, à chaque fois, la réponse est la même, quand vous les mettez face à leur contradiction. Non, mais c'est pas du vrai communisme. Oui, mais c'est comme ça que le communisme finit à chaque fois, dans tous les pays où c'est essayé. Donc, il y a un moment, il faut juste accepter la réalité. Pourtant, malgré les preuves accablantes, donc certains continuent de défendre l'idéologie socialiste. Le cas du Venezuela est rejeté comme une déviation, une aberration qui n'aurait pas été véritablement socialiste. Cette rationalisation, bien que prévisible, ignore les réalités implacables de l'économie et de la politique. L'expérience vénézuélienne illustre de manière poignante les dangers du socialisme lorsque celui-ci empiète sur les libertés individuelles et dénature les mécanismes de marché. Les leçons à tirer sont claires. La prospérité durable ne peut être atteinte que par une économie libre. Et encore une fois, l'indice de liberté économique dont je parlais dans une autre vidéo le montre clairement.
régulée par la concurrence et le respect des droits de propriété. Pour les partisans de l'école de Chicago, dont je fais partie, et des principes de libre marché, les cas du Venezuela confirment la validité de leurs arguments. L'interventionnisme excessif de l'État, loin de résoudre les problèmes économiques, les aggrave inévitablement. La voie vers le développement économique et social réside dans la confiance accordée aux mécanismes de marché soutenus par un cadre réglementaire approprié mais non intrusif. Je rappelle d'ailleurs que vous avez exactement la même chose en Argentine, c'est-à-dire que l'Argentine était un pays extrêmement prospère, c'était dans les 10 économies les plus développées au début du XXe siècle, et vous avez eu le péronisme qui est arrivé, qui est une sorte de socialisme, en fait, le péronisme, et petit à petit, en fait, le pays s'est enfoncé jusqu'au moment où il est arrivé avec une hyperinflation l'année dernière, absolument catastrophique, on a atteint les 300% d'hyperinflation, et à ce moment-là, le peuple a décidé, avec une corruption gigantesque, j'ai fait une vidéo là-dessus, et à ce moment-là, le peuple a décidé d'élire Milei. On verra ce que va faire. Moi, je pense que Milei va réussir. Je pense que sa grande complication, c'est que ça va être extrêmement récessif au début, mais le socialisme en Argentine a lentement conduit le pays d'une des 10 premières nations mondiales en PIB par habitant à rien du tout. Rien du tout, ça ne représentait plus rien, et on va voir maintenant si le libéralisme arrive à sauver l'Argentine. Au final, le déclin tragique du Venezuela doit servir d'avertissement aux nations tentées par l'utopie socialiste. Les belles promesses de redistribution et d'égalité masquent souvent des ravages potentiels d'une politique économique détachée de la réalité. Les défenseurs de la liberté économique ont raison de rester vigilants face aux séductions du collectivisme, car l'histoire du Venezuela nous rappelle des conséquences désastreuses qui peuvent en découler. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. J'aimerais savoir où en est la France là-dessus. J'aimerais savoir si les Français croient encore au collectivisme. Hein. C'est ce que nous avons cru en 81. Enfin, nous, moi, en 81, je n'avais pas l'âge de voter. Mais c'est ce qu'ont cru les Français en 81 quand ils ont élu Mitterrand. Ils ont cru au collectivisme, puisque son programme, c'est des dénationalisations, des vastes nationalisations. Donc les Français ont cru au collectivisme. Eh bien, j'aimerais savoir s'ils continuent à y croire, si vous continuez à croire, vous, mais les Français aussi, hein, dites-moi ce que vous en pensez, au fait que l'argent doit passer par les mains de l'État qui va les redistribuer à ceux qui en ont besoin de manière équitable, de manière juste. Ou est-ce que vous pensez comme moi que ce genre d'idée mène tout simplement à la ruine et que l'État n'est absolument pas capable de faire ce genre de choses et que donc il faut établir quelques règles qui sont normales, mais qu'en dehors de ça, il faut vraiment que l'État reste le plus petit possible et le plus absent possible de l'économie pour que le pays puisse se développer et que la richesse puisse abonder. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.